je partage mon écran. Hop, et on est parti. Donc là, je vais remercier fortement Alix d'être présente avec nous. Et puis Alix, du coup, je vais te laisser prendre la parole. Thomas, je te laisse aussi faire rentrer tout le monde, s'il te plaît, pour te présenter. Bonjour à tous, alors moi c'est Alix, je suis chef de projet transition écologique et sociétale depuis 2 ans chez Electrodépôt, qui est basé à Fâche-Ménil près de Lille. Et j'ai fait 1 an d'alternance et maintenant ça fait 1 an que je suis en CDI et que je m'occupe de ces projets liés à la RSE chez Electrodépôt. Parfait. Merci beaucoup, Alice. Eh bien, moi, je m'appelle Charles Rimarnia, je suis le fondateur. J'ai eu la joyeuse idée il y a 3 ans et demi maintenant, de lancer ce label qui prend beaucoup d'ampleur et notamment dans le Nord, hein, puisqu'on a pas mal d'entreprises, notamment de la famille du groupe Mullier, mais pas que, qui sont aussi des petites entreprises et moyennes dans la région Nord, qui sont en cours de labellisation ou labellisées. Alors, au sommaire aujourd'hui, on a une actualité bien remplie. Nous allons vous présenter en quelques mots Positive Workplace pour ceux qui ne connaissent pas encore la démarche, le fonctionnement. Mais ce qui va être intéressant dans cet atelier, c'est aussi et surtout le retour d'expérience d'Alix et d'Electrodépôt sur cette labellisation. Donc, en quelques mots, Alix va nous présenter qui est Electrodépôt et puis les grands piliers de la stratégie RSE du groupe. Il y aura le retour d'expérience sur la labellisation avec les recommandations, les principales recommandations des parties prenantes. Qu'est-ce qui a été mis en place suite à cette labellisation? Et puis, vous verrez que la labellisation a été le départ, on va dire, d'un grand nombre de reconnaissances, puisqu'Electrodépôt a gagné, je crois, 5 ou 6 titres cette année sur ces sujets-là. Donc ça montre aussi qu'aujourd'hui, les grandes entreprises sont capables de prendre ces sujets de manière très sérieuse. Évidemment, il y aura une phase de questions-réponses à la suite ou pendant cet atelier. En quelques mots, Positive Workplace, c'est quoi? On a 2 activités qui sont la première, la délivrance d'un label RSE qui est généraliste et européen et qui est basé sur un socle réglementaire français et européen qui est mis à jour quasiment toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'il est participatif. Je vais vous montrer en quoi il est participatif, mais ça vous permet à chacun et chacune de pouvoir contribuer, on va dire, à ce référentiel qui veut être un bien commun, j'ai envie de dire, de l'humanité à petit niveau, mais qui peut vraiment permettre à chacun et à chacune de progresser de manière gratuite. On va voir ça ensemble. Et la différence entre notre labellisation et d'autres, c'est qu'on va interroger de manière anonyme les principales parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs, qui permettent d'éviter la notion de greenwashing parce que c'est assez facile de remplir des documents sur une plateforme pour tout simplement avoir des bons points. Nous, on veut que ce soit pris en compte par les parties prenantes et vérifié par les parties prenantes. Le deuxième outil, c'est Scoring by PWP. C'est un outil d'évaluation fournisseur. Notamment, on travaille avec la Redoute, dans la région Nord, on en parlait tout à l'heure, l'IRECO aussi, qui utilisent ces outils-là pour évaluer leurs fournisseurs. C'est un peu comme un EcoVadis, mais sur mesure, qui permet à n'importe quelle entreprise de pouvoir travailler sur ses achats responsables et aussi de travailler sur son scope 3 au niveau de son bilan carbone. À ce jour, on a plus de 150 entreprises qui sont labellisées ou en cours. Pour les plus connus, vous avez Electrodépôt qui est présent avec nous, évidemment. Le groupe Ouest France et quasiment toute la presse quotidienne régionale de France. Malakoff Humanis, le groupe Rouge-Gorge, Surfrider, Selectour, etc. Donc, un certain nombre d'entreprises, mais aussi pas mal de petites et moyennes entreprises. Nos référentiels sont fondés sur des socles réglementaires européens et internationaux, donc l'ISO 26000 que je pense tout le monde connaît aujourd'hui avec les objectifs du développement durable, mais aussi toutes ces problématiques et on essaie d'anticiper au mieux que possible les problématiques les nouvelles exigences, notamment de la CSRD, qui vont être en application dès l'année prochaine et qui vont quand même pas mal chambouler ou structurer, on va dire restructurer cet univers de réglementation européenne sur ces sujets-là. Donc, évidemment, nous sommes en lien assez fort avec l'EFRAG, qui est l'organisme qui gère ça, et nous suivons de près leurs travaux pour essayer d'intégrer au fur et à mesure l'ensemble de ces sujets dans nos référentiels. Les thématiques qui sont analysées dans le label sont variées, excusez-moi. Vous avez vraiment un audit à 360 de l'entreprise. Alors, même si le nom Positive Workplace peut pas faire penser parfois au bien-être au travail, sachez qu'il va évoluer en Positive Compagnie très prochainement. Dans tous les cas, ça reste toujours un audit à 360 de l'entreprise et j'ai envie de dire la notion de bien-être au travail ne correspond qu'à 5% de notre audit. Donc, vraiment, les sujets qui sont abordés sont l'activité, le cœur d'activité de l'entreprise, sa gouvernance, son modèle social, son empreinte environnementale avec un gros volet carbone et son effort sociétal.
Et puis, pour être labellisé aujourd'hui, ça nécessite que 3 jours de travail pour un postulant. Et c'est ça qui est assez nouveau par rapport à je dirais, par rapport à notre méthodologie, puisque c'est 100% digital. Donc, vous allez avoir accès, alors c'est ce que je vais vous présenter en 2 mots, mais vous allez avoir accès à une plateforme qui ressemble à ça et qui est gratuite. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez simplement, en allant sur notre site internet, tout simplement vous créer un compte et suivre gratuitement l'ensemble de ces référentiels. Vous avez 3 référentiels chez Positive Workplace, moins de 50 salariés, de 50 à 500 et plus de 500 salariés. Comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez les 5 piliers que vous retrouvez ici et donc tout fonctionne de la même manière. Vous avez quasiment que des questions qui sont en QCM. Donc, quels sont par exemple les principaux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux auxquels les activités de votre entreprise font face, et puis vous devez cocher ce qui correspond et dans la mesure du possible, à partir du moment où vous rentrez dans une démarche de labellisation, on va vous demander de justifier l'ensemble de vos questions, de vos réponses par des pièces jointes et ou des commentaires. Évidemment, il y a une phase de relecture avec nos clients aujourd'hui pour que l'évaluation soit au plus proche possible de la réalité. Donc, je vous laisserai, évidemment, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, je vous laisserai si vous souhaitez prendre connaissance de ce référentiel. À ce jour, si je ne dis pas de bêtises, vous avez, excusez-moi, j'ai la petite barre de zoom en haut, vous avez à ce jour 377 entreprises, c'est l'envers du décor, mais vous avez à ce jour 377 entreprises qui utilisent notre référentiel quotidiennement, sachant qu'on vient de le laisser gratuit, libre et accessible à tout le monde depuis septembre dernier. Donc, on a quand même une belle croissance en termes d'entreprises qui l'utilisent et c'est chouette, tant mieux. Et ici, vous allez pouvoir voir à quoi ressemblent nos enquêtes, puisque l'autre moitié du travail, j'ai envie de dire, c'est l'envoi d'enquêtes auprès des principales parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs. Le nombre d'enquêtes évolue en fonction de la taille de l'entreprise. Si vous êtes une TPE de moins de 10 salariés, nous allons interroger que vos clients. Et dès qu'on passe les 10 salariés jusqu'à 100, on est à 2 parties prenantes, c'est les salariés obligatoirement, puis clients ou partenaires fournisseurs en fonction de l'activité. Et dès qu'on passe les 100 salariés, vous avez systématiquement 3 parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs. Et évidemment, nous nous adaptons à la population. Je parlais tout à l'heure de la presse, on va interroger non pas des clients, mais plutôt des lecteurs. Ici, vous voyez à quoi ressemblent les enquêtes. Donc, c'est ce qu'on appelle une échelle de Likert. Toutes les enquêtes doivent être répondues en fonction de tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas d'accord, etc. Ou pas concerné si vous n'êtes pas concerné. Là, je vous montre juste les derniers. Juste, Thomas, si tu peux éteindre le micro de l'Arban, si ça ne t'embête pas. Du coup, là, vous pouvez voir ici, désolé pour la preuve technique, vous pouvez voir ici à quoi ressemblent les enquêtes. Et vous avez surtout une question un volet de l'enquête qui est très intéressant et qui nous permet vraiment de restituer des choses très pertinentes à nos clients. C'est si vous devez décrire l'entreprise en un mot, quelles actions pourraient être mises en place pour votre entreprise améliorer son impact sur la société d'un point de vue environnemental, social et ou local. Et donc, grâce à ça, ça nous permet vraiment de restituer à l'entreprise ses véritables enjeux et de faire travailler l'entreprise et donc parfois, soit de confronter sa démarche RSE existante, soit de la créer, parce qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui se lancent dans la labellisation sans forcément l'avoir, mais juste au moins pour utiliser les outils et pour se structurer. Et on termine, puisqu'on est quand même une positive workplace, par une question positive de quoi vous êtes le plus fier de votre entreprise. Donc, je vous ai présenté en quelques mots le programme de labellisation. La première étape est évaluée sur 50 points et est gratuite, j'ai envie de dire. Et la deuxième étape est aussi évaluée sur 50 points. Et chaque partie prenante correspond à une même pondération. C'est-à-dire que les salariés n'ont pas plus de poids que les clients ou les fournisseurs dans l'étape. Voilà en quelques mots pour présenter Positive Workplace et notre démarche surtout de labellisation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Alix qui va nous présenter, il y a des belles photos là, vous voyez, qui va nous présenter un petit peu qui est Electrodépôt et sa démarche qui est associée. Alors, Electrodépôt, c'est une entreprise déjà qui est labellisée Positive Workplace, c'est pour ça que je suis là. En quelques mots, Electrodépôt, si tu veux passer la slide d'après, Thomas, Charles. Voilà, c'est une entreprise de grande distribution d'électroménager et de multimédia. On est présent dans 3 pays, France, Belgique, Espagne. Aujourd'hui, on est 1750 collaborateurs dans le groupe Electrodépôt en France, en Belgique et en Espagne.
On fait partie du groupe United Bee, donc vous connaissez sûrement peut-être mieux Boulanger, qui fait partie aussi de notre groupe. On a également Krefel, IFI, Recommerce et Circular X, et également Reconomia, qui n'est pas écrit dessus, mais qui est spécialisé dans le reconditionné. On est à un chiffre d'affaires de 1 milliard en 2021. Et puis, on a des marques propres comme iWan, Valberg, Edenwood, Cozy Life, et ça nous permet de faire 50% de notre chiffre d'affaires. Et donc, c'est une vraie opportunité parce qu'on a forcément la main sur nos marques, sur nos produits. Et donc, vous allez voir par la suite que ça permet de développer notamment l'éco-conception de nos produits. Voilà pour Electrodépôt, en bref. Super. Donc, nous, chez Electrodépôt, on a lancé le service transition écologique et sociétale en février 2020. Donc, ça fait 2 ans. Donc, c'est quand même assez récent. Pourquoi transition écologique et sociétale? C'est parce que les mots ont du sens et écologique et sociétale, on pense que c'est intimement lié et les deux sont très importants. Donc, on a vraiment ces 2 piliers qui sont très forts. Pour la partie écologique, on a une partie qui est, on appelle ça souvent moins de carbone, plus de solidarité. Donc, dans la partie moins de carbone, on est parti forcément de notre bilan carbone. On a calculé ce que vaut en CO2 l'activité d'électrodépôt, scope 1, 2, 3. Et on est à 1 800 000 tonnes de CO2 en 2019. Donc, c'est énorme. Pour information, on travaille avec pas mal d'entreprises de la grande distribution aussi. Rares sont les entreprises qui nous donnent, entre guillemets, ou qui publient leur bilan carbone. Donc, je trouve ça assez courageux de le présenter. Voilà. Et du coup, vous l'avez fait avec EcoAct, hein, c'est ça? C'est ça, on l'a fait avec EcoAct, donc scope 1, 2, 3. Et donc, ça nous a permis forcément de partir d'une base puisqu'on n'avance que sur ce que l'on mesure. Et donc, à partir de ce grand chiffre-là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, nous, on a décidé d'arriver à créer une mission, une trajectoire pour baisser de moins 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici 2030. Et donc, cette trajectoire, elle est forcément, elle est faite en interne, mais elle doit être validée par un organisme tiers si on veut qu'elle soit validée. Et donc, nous, on a validé la trajectoire par le Science Based Target Initiative. Le fameux SBTI, tout à fait. Qui nous permet en fait d'être alignés avec les accords de Paris, de ne pas dépasser les 1,5 degrés d'ici 2030. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire une trajectoire, mais qu'elle soit aussi validée par l'extérieur. C'est important. Donc voilà, là c'est l'idée, c'est la trajectoire. Et juste, est-ce que tu as en tête le scope 3, le pourcentage d'émissions sur le scope 3 chez vous? On est à 90, plus que 90%? Plus de 90%, c'est ça. En fait, quand on regarde le bilan carbone d'Electrodépôt, on se rend compte que 90% du bilan carbone est dû au produit, tout simplement. Et donc, ces 50%, c'est la fabrication, et les 40% autres, c'est l'utilisation par les clients. Et donc ça, nous, c'est compris dans le bilan carbone, c'est la fabrication, donc l'extraction des matières premières, etc., c'est compris. Et puis, quand le client utilise ses machines à laver chez lui, c'est également compris dans notre bilan carbone. Donc, un vrai bilan carbone. C'est ça, bien complet. Donc, de ce constat-là, on est parti sur 4 piliers, 4 grandes thématiques pour arriver à notre trajectoire de moins 50% d'émissions de CO2 d'ici 2030. Donc, la première étape, c'est l'éco-conception. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des marques propres chez Electrodépôt, donc ça nous permet d'avoir forcément un impact sur nos produits puisqu'on les crée en interne. Donc, toute notre équipe de l'offre a été formée à l'éco-conception pour transformer nos produits, faire des ACV, donc des analyses de cycle de vie, pour voir à quelle étape du produit on va pouvoir agir pour qu'il soit moins impactant en CO2. Ça va être sur la matière, sur même la composition du produit. Par exemple, un four micro-ondes, on a plein de boutons. Est-ce qu'on est obligé d'avoir plein de boutons? Est-ce qu'on peut juste avoir un bouton qui fait juste on-off? Est-ce que c'est pas suffisant? Donc, l'idée, c'est de réinventer en fait l'utilisation du produit. Donc, ça, c'est pour l'éco-conception. Alex, c'est quoi l'ordre d'idée? C'est en pourcentage de vente? Tu as le chiffre en tête ou pas du tout? C'est 50%. 50% quand même, d'accord. Ouais. Okay. Et donc, éco-conception à la fois sur les produits, mais également sur le packaging. On a un objectif, c'est 0 plastique d'ici 2025 sur nos marques propres, à part pour le gros électroménager, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de ce qui pourrait remplacer le polystyrène, qui permet de protéger quand même les frigos, etc. Donc, on est en cours de recherche. On a quelqu'un qui est à 100% là-dessus, donc on compte sur lui. Voilà pour la partie éco-conception. Ensuite, économie circulaire, c'est aussi un grand projet chez Electrodépôt, puisque forcément, on a vu tout à l'heure que 50% de notre bilan carbone est dû à la fabrication de nos produits.
Donc, une des solutions, c'est d'arrêter de fabriquer des produits et prendre ceux qui existent déjà et essayer de les réparer, les reconditionner, etc. Donc, nous, l'économie circulaire, c'est une grande étape pour arriver à notre trajectoire carbone. Donc, pour ça, on a différents projets. On vend énormément de produits reconditionnés depuis la création d'électrodépôts, que ce soit téléphone, tablette, ordinateur. Et puis, on a essayé de développer de plus en plus notre activité. Donc, on a mis à côté nos magasins électrodépôts, vous allez voir si vous passez près d'un magasin, des containers. Et en fait, dans ces containers, on va stocker toute la D3E. La D3E, c'est les déchets électriques et électroniques qu'on va collecter en magasin. Donc, par exemple, vous avez une ancienne machine qui ne fonctionne plus. Nous, on va la collecter dans notre container. Et ensuite, on va pouvoir le confier à des artisans qui font partie d'une start-up qu'on a créée en interne qui s'appelle Reconomia, qui va pouvoir reconditionner les produits et on va les revendre par la suite. Donc, l'idée, c'est de donner une seconde vie aux produits pour arrêter de fabriquer. Et puis on se rend compte qu'en fait, énormément de produits peuvent être réparés très facilement et être revendus par la suite. On développe également des partenariats avec des startups comme Spareka et Witry, qui encouragent également l'économie circulaire. Et puis, on lance également le buyback avec Recommerce. Donc, c'est le fait de racheter des téléphones à nos clients. Donc, si vous avez un téléphone qui fonctionne plus, enfin, qui fonctionne encore, mais que vous le changez, on peut vous le racheter et on va pouvoir le reconditionner et le revendre par la suite. Donc, voilà un peu une image globale de ce qui est fait sur l'économie circulaire. Ensuite, on a tout ce qui est la décarbonation de notre exploitation. Donc là, en fait, on se rend compte que le produit, c'est 90% de notre bilan carbone et que l'exploitation, c'est 10%. Donc, c'est petit, mais c'est quand même là, donc il faut quand même agir. Donc là, ça va être tout ce qui est magasin, transport, etc. Donc, nos magasins, naturellement, ils sont assez sobres, assez frugales finalement, parce que on se rend compte qu'on n'a pas de fioriture. Le magasin, c'est juste du béton, des racks, tout est stocké en hauteur. Donc, de base, c'est pas des magasins qui consomment énormément, mais on essaie quand même d'avoir un bon impact. Et donc, on va développer les éco-gestes en magasin. On va éteindre les télés entre midi et 2. On a mis des LED pour l'éclairage. On fait attention aussi au chauffage, notamment avec les problèmes d'énergie qu'on rencontre en ce moment. Donc, et puis en plus, toute notre énergie est verte en magasin. Donc là, c'est pas mal de choses qui sont mises en place côté magasin. Et ensuite, côté transport, on a un engagement avec Fret 21 pour réduire de 5% nos émissions de CO2 liées au transport d'ici 3 ans. Donc là, l'idée, c'est de développer les barges fluviales, le fret ferroviaire, enfin, toutes les solutions alternatives qui permettent d'avoir moins d'impact carbone dans le transport. Et le dernier pilier, c'est tout ce qui est informer nos parties prenantes. Donc forcément, on a vu tout à l'heure que l'utilisation des produits, c'est compris dans le bilan carbone, et ça représente 40%, donc c'est beaucoup. Et donc l'idée, c'est de sensibiliser nos clients à la bonne utilisation des produits, donc avec des étiquettes énergie, l'indice de réparabilité, des éco-gestes qui sont disponibles en magasin pour essayer de consommer moins avec l'utilisation de nos appareils. Donc, on va essayer aussi d'apporter des solutions à nos clients pour qu'eux aussi, ils puissent diminuer leur impact carbone dans l'utilisation de l'électroménager. Donc, voilà un peu une vision globale très rapide de ce qu'on fait pour moins de carbone chez Electrodépôt. Super, merci beaucoup. Et sur la partie aussi solidarité, je sais que vous êtes très actif. Ouais, donc pour la partie solidarité, là, on a 3 piliers. Donc, on a d'abord l'engagement local. Donc, ce qu'on voulait mettre en place chez Electrodépôt, c'était pas forcément un partenariat associatif avec une association connue où on donne un gros chèque chaque année et puis on a fait le travail. On voulait emmener nos parties prenantes, emmener nos collaborateurs dans un projet solidarité et aussi donner le choix à nos collaborateurs de choisir ce qu'ils veulent soutenir comme association et puis être en contact finalement des associations. Et donc de ce constat-là, on a créé le projet qui s'appelle Un dépôt, une asso. Et donc le concept, c'est qu'on a aujourd'hui 109 magasins électrodépôts en France, en Belgique et en Espagne. Et on a nommé des ambassadeurs RSE dans chaque magasin. Et on leur a demandé avec leur équipe en magasin de sélectionner une association locale à parrainer. Donc l'idée, c'est que, par exemple, moi, je suis à Fâche-Ménil, dans le magasin de Fâche-Ménil, je vais chercher une association qui est proche de mon magasin et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'un coup de main et qui a besoin peut-être d'équipements électroménagers multimédia. Et donc, nos 109 magasins ont pu sélectionner une association locale partenaire et lui venir en aide. Et donc, on peut venir en aide à l'asso de 3 manières différentes. La première, c'est en faisant un don de produits. Donc, tous nos magasins ont 2 000 € de budget pour donner, par exemple, pour une asso qui fait des maraudes, des frigos, des micro-ondes, etc. Nos magasins peuvent aussi être bénévoles sur leur temps de travail.
Tous nos collaborateurs ont une journée par an par collaborateur pour pouvoir venir en aide à l'asso, lui passer un coup de main, etc. Et puis, on va aussi mettre en lumière l'association en essayant de faire des stands au magasin pour qu'elle soit connue de nos clients et qu'elle puisse recevoir aussi des dons. Donc ça, c'est pour l'engagement local. Ensuite, on a un engagement plus international. Donc là, ça va être en interne. On a créé une association qui s'appelle Entraide. Donc le but de l'association, c'est que chaque collaborateur puisse donner tous les mois 74 centimes de son salaire à une cagnotte. Et ensuite, cette cagnotte, elle va être à disposition des collaborateurs qui ont une difficulté dans la vie. Ça peut être une difficulté de santé, matérielle. Enfin, il y a tout type de cas et tout le monde peut avoir des accidents de la vie. Donc l'idée, c'est qu'entre collaborateurs, on va être solidaires et on va essayer d'aider les collaborateurs en difficulté avec l'association Entraide. Et donc ça fait maintenant 5 ans qu'elle existe et qu'elle vient en aide régulièrement à nos collaborateurs qui sont en difficulté à travers la générosité des collègues. Alors, Alix, il y a plein de témoins, plein de témoignages pardon, qui disent bravo, c'est super, c'est quel bel engagement de la part de la gouvernance, etc. Je voulais juste les témoigner, tu ne les vois pas forcément. Voilà. Merci. Ensuite, au niveau international, on aide aussi depuis 9 ans une association qui s'appelle À chacun son Everest, qui est une association qui vient en aide aux personnes en rémission de cancer, surtout les enfants et les femmes. Et donc, nous, on vend des sacs shopping en magasin et l'intégralité des bénéfices des sacs shopping sont reversés à l'association À chacun son Everest. Et c'est une association qu'on adore et qu'on connaît depuis longtemps et qu'on va continuer à soutenir jusqu'au bout parce que c'est vraiment une asso incroyable. Et puis, le dernier pilier, c'est nos clients s'engagent, puisque en fait, aujourd'hui, on est une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. On a énormément de clients qui viennent en magasin, on a un flux de clients énorme. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut faire un effet levier en se disant qu'on a des clients qui viennent tous les jours au magasin. Et ben, c'est en mettant le don en caisse, par exemple. Si nous, on a un partenariat avec les Restaurants du Cœur. On propose de faire 1 euro à chaque fois qu'on passe en caisse chez Electrodépôt. Et si chaque client donne 1 euro, puis 1 euro, puis 1 euro, puis 1 euro, finalement, on arrive à des grosses sommes. Et aujourd'hui, on a plus de 200 000 euros pour les Restaurants du Cœur. Et comme 1 euro égale un repas, ça fait plus de 200 000 repas. Donc pareil, on est très content d'emmener nos clients aussi dans un élan de solidarité. Merci pour ces témoignages. Et alors, pourquoi vous êtes lancé dans une labellisation? Quelle idée vous a pris pour vous lancer dans un tel process? Du coup, comme je vous l'ai expliqué, on a lancé la RSE en février 2020. Donc, c'était assez récent quand même. Et on a fait plein de choses. On a voulu se lancer parce qu'on était très motivés. Et finalement, par exemple, la valeur de solidarité, elle est dans nos valeurs Electrodépôt. Donc, c'était des choses qui étaient déjà présentes. La frugalité, c'est des choses aussi qui sont déjà présentes dans le low cost naturellement. Donc, on allait assez vite. On a essayé de faire plein de choses. Mais forcément, on était à 2 au départ. Il y avait Stéphane et moi, je l'ai rejoint après en alternance. Donc, on a lancé plein de projets et on s'est dit, mais en fait, on ne sait pas vraiment si on va dans le bon sens, si on fait les choses comme il faut, parce que c'est quand même un nouveau sujet, la transition écologique et sociétale. On ne sait pas ce que pensent nos clients. Est-ce que c'est perçu ou est-ce que c'est pas du tout perçu? Est-ce que nos collaborateurs sont contents qu'il y a un service comme ça qui s'occupe de ça ou est-ce qu'en fait, c'est super mal vu et ils ne sont pas forcément en accord? Donc, l'idée, c'est de pouvoir nous évaluer, nous, dans le service en se disant, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? De un. Et puis de deux, de savoir est-ce que ce qu'on fait est bien perçu? Et puis, c'est connu des clients, des collaborateurs et des fournisseurs. Est-ce que c'est reconnu ou pas? Donc, l'idée, c'était de pouvoir s'auto-évaluer et puis aussi voir si on était dans la bonne direction et avoir un avis extérieur sur ce qu'on avait déjà mis en place pour continuer à aller dans la bonne direction. Et donc, on est tombé sur le label Positive Workplace qui nous offrait les deux, à la fois une auto-évaluation et en même temps un moyen de pouvoir demander à nos parties prenantes ce qu'elles pensaient de ce qu'on avait déjà mis en place depuis février 2020. Et donc, ils vont dire l'année prochaine avec tout ce que vous avez fait en plus. Et donc là, pour la petite anecdote, c'est la photo le jour où on a eu le résultat du label Positive Workplace. On a mis un peu la pression à Charles-Henri en lui disant qu'il nous fallait les résultats en 3 mois parce qu'on avait la convention Electrodépôt et qu'on voulait annoncer la bonne nouvelle à nos collaborateurs en live. Et donc, en 3 mois, on a fait la labellisation. Et là, c'est le jour où on a présenté les résultats et avec tous les collaborateurs derrière qui sont très fiers d'avoir pu participer à la labellisation. Super. Et justement, je vais passer. Attends, excusez-moi, je vais lancer la vidéo, mais je vais enlever le son parce qu'il n'y a que moi qui l'ai.
Ce qui est vraiment fondamental dans une démarche RSE, c'est qu'aussi la direction s'engage et prenne la parole. Et c'est exactement ce qui s'est passé dès le début du process. C'est-à-dire que Stéphane Marche, aujourd'hui, qui est le CIO d'Electrodépôt France, a fait carrément une vidéo qui a été diffusée à tous les salariés, qui expliquait voilà, quels étaient les enjeux, pourquoi ils se lançaient dans cette démarche. Il leur demandait à tous d'y répondre le plus sincèrement possible, sans filtre, etc. Donc, c'est quand même assez rare, on va dire, de voir que ces sujets-là sont portés aussi, même au niveau de la direction, et de manière aussi poussée en termes de communication, quoi. Donc là, il explique en gros le principe, etc. Je ne vais pas passer toute la vidéo, mais de toute façon, je crois qu'elle est visible sur Internet, hein. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, elle est présente. Voilà, vous voyez tous nos webinaires aussi sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Et donc voilà, c'était quand même assez intéressant de voir comment ça pouvait être pris côté direction. Mm. Et, C'était ouais. vraiment, en fait, comme on avait l'habitude avant de faire notre labellisation avec Great Place to Work, qui est plus axé RH. Et là, on voulait un label qui soit à la fois RH, mais aussi RSE, qui fasse les deux. Et donc, c'est comme ça qu'on a trouvé Positive Workplace. Et il fallait quand même donner du sens à nos collaborateurs, surtout que nous, on est en magasin. Donc, en fait, on a des collaborateurs qui sont à Marseille. Et donc, il faut savoir aussi leur expliquer pourquoi on lance un processus de labellisation. Et donc, forcément, quand c'est le DG qui demande de participer à la labellisation, ça marche mieux. Et ça montre aussi un vrai engagement du management. Et à partir du moment où le DG dit qu'il est motivé pour être labellisé Positive Workplace, forcément, ça redescend par la suite. Donc, cette vidéo, elle nous a permis aussi de lancer le projet et de montrer l'importance de la labellisation et de la politique RSE chez Electrodépôt. Et justement, là, il y a une question de, genre, je ne sais pas qui exactement, mais la démarche RSE chez Electrodépôt est-elle une volonté initiale de la direction ou du service en charge de la RSE? C'est une volonté de la direction. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le CODIR, le directeur général, donc Stéphane Marc, que vous voyez là, et Virginie. l'ancien directeur de la marque, Stéphane Bello, ont discuté, ont vu que de plus en plus, il y avait cette conscience écologique et sociétale qui commençait à naître et que c'était un virage indispensable à prendre pour l'entreprise et qu'il fallait le prendre à l'avance parce qu'on avait envie de le prendre, parce qu'on avait à la fois une volonté commerciale, parce que forcément les clients évoluent, donc nous on veut évoluer avec nos clients forcément, mais il y a aussi une volonté citoyenne de faire sa part en tant qu'entreprise, parce qu'on fait partie de la société aussi, et qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on est assez au courant de tout ce qui se passe. Et donc les deux se sont dit, il faut qu'on crée un service transition écologique et sociétale. Et donc Stéphane Bello, l'ancien directeur de la marque, a été nommé directeur RSE. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est vraiment une décision du DG et du CODIR de créer ce pôle RSE. Parfait. On va faire un point sur le cadrage du projet, puisque tu disais, alors pour nous, c'était pas un challenge, hein, 3 mois, c'est habituellement le temps qu'il faut pour être labellisé, surtout pour les plutôt grandes entreprises, et sachant que ce délai a tendance à se raccourcir, parce que depuis qu'on a laissé en libre accès nos référentiels, les entreprises viennent nous voir avec juste l'étape d'interroger les parties prenantes. Donc finalement, nous, l'analyse plus la restitution peut même être plus rapide que ça. Donc là, pour info, le process avait démarré en début mi-janvier et a terminé mi-avril. Donc on a tenu les 3 mois, hein. Et on a interrogé quasiment 1700 salariés avec un taux de retour attendu de 50%, et on est arrivé à 55%. Pour les clients, on a interrogé 30 000 clients, donc c'est ce qu'on appelle un panel représentatif. On n'avait pas interrogé les peut-être 2 millions de clients d'électrodépôt, je ne sais pas combien vous en avez, mais c'est leur d'idée. Donc évidemment, on a pris un panel représentatif, mais ce qui est bien dans des entreprises comme Electrodépôt ou d'autres, c'est que des enquêtes, vous avez l'habitude de mener ce type d'enquête auprès de vos clients, donc le panel a été assez facile à mettre en place. Et on a évalué par contre 200 fournisseurs, ça c'était un peu plus nouveau de mémoire, et on a eu un taux de retour qui était intéressant, hein, avec 13%. Et aussi, j'ai une mémoire que certains fournisseurs ont pris contact avec nous pour comprendre ce que c'était que cette démarche, et certains ont été agréablement surpris aussi de cette démarche en disant, écoutez, moi je trouve que c'est une bonne idée, etc. Donc on était curieux de cette démarche-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a recueilli? Quasiment 700 propositions qui venaient du terrain. Et on n'a pas de logiciel pour gérer de logiciel de sémantique. Donc, on a retravaillé à la main
l'ensemble de ces 700 propositions qu'on a réparties par thématique, et ce qu'on fait auprès de tous nos clients. Et on voit que la moitié des propositions portaient sur la partie environnementale. Et ça, je dirais que c'est assez classique, c'est ce qu'on retrouve dans quasiment tous nos clients. Les sujets qui portent sur l'environnement sont souvent les plus nombreux. Et là, vous pouvez voir finalement que ça reste la boussole d'Electrodépôt en termes de RSE, c'est-à-dire que si vous devez mettre du budget demain, vous devez mettre 50% entre guillemets de votre budget sur la partie environnementale. C'est là où vous êtes attendu. Et là, vous serez en cohérence avec vos parties prenantes. Là, sur 22% sur la partie sociale, 20% sur l'impact local. Donc ça aussi, pour le coup, c'est plus important que sur d'autres entreprises, de par votre présence aussi en magasin. Ces attentes sur la partie locale, hein. Et puis 5% sur l'activité et la gouvernance. Donc on voit quand même qu'avec ce terreau, j'ai envie de dire, de 700 quasiment propositions, ça permet vraiment d'enrichir sa feuille de route et puis de la confronter avec ce qui a déjà été mis en place. Et donc effectivement, ça tombait plutôt bien, comme tu disais Alix, comme vous étiez... Finalement, vous parliez du début d'une démarche RSE, mais vous étiez quand même très mature par rapport à d'autres entreprises sur ces sujets. Donc, ça a permis de pouvoir récupérer pas mal d'infos. Ce qui vous a permis d'obtenir pour une première participation, ce qui est quand même vraiment assez unique, hein, une notation, une évaluation à 60, quasiment 69 sur 100. Vous étiez à 1 point des 3 étoiles, puisque pour nous, pour avoir 3 étoiles, il faut avoir 70 points sur 100 et avoir qui ça raison d'être dans ses statuts et avoir un bilan carbone aligné sur les accords de Paris. Enfin, pardon, un plan de réduction de son empreinte carbone. Je suis désolé, j'ai un peu vite dans les mots. Donc, vous voyez quand même que vous étiez sur la marche haute, j'ai envie de dire, des 2 étoiles chez nous. Donc, c'était une très belle reconnaissance. Et vous allez voir pourquoi c'est une belle reconnaissance aussi. Parce que les parties prenantes ont témoigné aussi et ont été, franchement, ont pu témoigner de cet engagement. Donc, on est quand même sur un très beau score chez nous pour une première participation et une vue en étoile qui est assez cohérente, puisque là, vous voyez donc la note moyenne en rouge, mais l'audit qui a été fait sur l'entreprise, donc la première étape que je vous ai présentée au début, et l'audit des parties prenantes. Donc, on voit qu'il y a quand même une assez bonne cohérence sur la notation sur l'ensemble. Peut-être un écart sur l'impact local où finalement, les parties prenantes ont moins connaissance peut-être de vos stratégies achats responsables, etc. Mais par contre, mais qui ont été bien valorisées dans l'audit. Ouais. En tout cas, on était hyper contente de la note. On visait les 2 étoiles parce qu'on savait qu'on n'avait pas notre raison d'être qui était écrite. Donc, à partir de ce moment-là, on savait qu'on allait forcément avoir 2 étoiles. Donc, on était très contents d'avoir presque la note maximale des 2 étoiles. Donc, très, très fiers. Et c'est intéressant de voir aussi le schéma-là, de voir un peu la différence entre ce que nous, on a recueilli comme information, puisque forcément, l'audit qu'on a fait, nous, le service RSE, il était complet parce qu'on a mis tout ce qu'on pouvait comme action. Et on voit que finalement, ce qui est perçu des parties prenantes, c'est pas si loin que nous, ce qu'on a déclaré. Donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, ce qu'on fait, c'est quand même perçu et c'est quand même bien perçu par les parties prenantes. Et pour info, ça a été notre découverte de l'année, enfin, ou notre surprise de l'année Electrodépôt. Je n'étais pas forcément personnellement consommateur, je n'étais pas client d'Electrodépôt avant, je le suis depuis. Effectivement, de l'image que j'en avais de loin n'était pas forcément aussi vertueux, j'ai envie de dire, que ça l'est. Et donc ça a été une vraie surprise pour nous. Donc, très chouette, comme analyse aussi de notre côté. Si vous devez décrire l'entreprise en un mot, donc vous vous souvenez, dans les enquêtes, on termine par 2-3 questions ouvertes. Et donc, abordable est ressorti 83 fois, ce qui est assez logique quand on interroge 30 000 clients. Évidemment, c'est les verbatims des clients qui vont ressortir en premier par rapport au volume. Mais sinon, bon rapport qualité-prix, on voit que humaine est sorti 64 fois, responsable 50 fois. Donc ça, c'est quand même assez incroyable de voir ce type de mots. Solidaire 50 fois, bonne entreprise familiale, et 96% des mots étaient de tonalité positive. Ce qui est assez aussi représentatif dans nos enquêtes, hein. Malheureusement, peut-être que les gens qui sont vraiment pas contents ne répondent pas aux enquêtes. C'est une probabilité, nous, qu'on imagine, puisque généralement, on a quand même ce schéma-là avec 96% ou 90% ou 95% entre guillemets de tonalité positive dans les verbatims. Ce qui rend fier les collaborateurs, c'est les valeurs, que ça a été mentionné 96 fois, donc c'est quand même énorme. L'équipe, la solidarité, les engagements, l'évolution, l'ambiance. Et c'est surtout ça qui nous a, pour nous, interloqués, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'avait quasiment jamais vu ça ailleurs. Sur cette question
vous avez connaissance des engagements et actions liés au développement durable de votre entreprise, habituellement, nous sommes plutôt sur du 40 ou 45%. Là, on est au double, quoi. Donc 92%, ça veut dire que plus de 9 collaborateurs sur 10 ont connaissance des actions et engagements liés au développement durable de l'entreprise, ce qui est quand même assez unique et ce qui, quand même, pour nous, justifie le fait que vous ayez un tel niveau de reconnaissance aussi. Il y a une cohérence globale entre finalement l'évaluation qu'on a faite de votre part et la manière dont elle est perçue par les parties prenantes. Donc, c'est vraiment la richesse ou la force de cette démarche qu'on a mis en place, de cette innovation qu'on a mis en place depuis 3 ans de labellisation. Ça permet vraiment de vérifier la cohérence entre le discours et les actes et puis d'identifier aussi des axes de progrès. Il faut voir ça avant tout comme un axe de progrès, comme un outil d'amélioration continue. Sur les clients, est-ce qu'ils sont satisfaits de la marque à 93%? Vos intervieweurs véhiculent une image positive et vous voyez que sur les fournisseurs, vous avez quasiment tous les fournisseurs qui partagent des valeurs en commun. Donc, il y a aussi un travail qui est fait au niveau des achats et au niveau du dialogue partie prenante sur ces sujets-là. Et vous considérez votre client comme une entreprise responsable, quasiment tous l'ont dit. Et dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui, Covid, inflation, etc., c'est d'avoir quasiment 100% des fournisseurs qui vous reconnaissent comme responsable. Ça montre aussi une cohérence générale sur l'entreprise. Donc, c'est vraiment un cas d'école, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Electrodépôt. Et c'est chouette que vous soyez aussi porteur de ce label. On est ravis de ça, puisque vous avez aussi gagné plein d'autres concours entre-temps, mais on va y revenir dessus. Je pense que c'est aussi lié au fait que la RSE chez Electrodépôt, elle n'est pas portée par le service transition écologique et sociétale, parce qu'au départ, on était 2, aujourd'hui, on est 5, donc on a triplé les effectifs. Mais en fait, c'est pas du tout... nous, on lance les projets, et ensuite, c'est les équipes qui portent les projets et qui les réalisent vraiment. Donc finalement, tout le monde fait de la RSE chez Electrodépôt. Et donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est aussi bien perçu, parce que finalement, chaque métier a des gestes métiers liés à la RSE dans son quotidien. Ce qui fait aussi que les salariés sont au courant, c'est parce que c'est eux-mêmes qui participent à cette transition. Oui, tout à fait. Et là, on voit justement dans les propositions des parties prenantes, comme je vous disais, c'est vraiment la valeur ajoutée de cette labellisation Positive Workplace, c'est vraiment ça. Donc, vous voyez que dans la question comment Electrodépôt pourrait s'améliorer d'un point de vue social, sociétal et environnemental, donc on a réparti les propositions par thématique, activité, gouvernance sociale, vous verrez dans le slide suivant, sociétal et environnemental. Et donc, vous voyez, les propositions qui viennent du terrain, ouvrir un rayon dédié au réemploi, c'est évident, mais c'est ressorti plusieurs fois. Ouvrir davantage de magasins pour être plus proche, notamment pour éviter de faire du transport. Reprendre les anciens appareils, je crois que c'est mis en place maintenant. Partage de la décision et transparence, donc plus de communication, actionnariat mentionné 4 fois, rémunération, revaloriser les salaires, c'est mentionné, j'ai envie de dire, que 4 fois à l'échelle de 1600 ou 1700 enquêtes au niveau des salariés, c'est assez peu finalement. Ajouter des objectifs extra-financiers, diversité et handicap, formation, former les équipes et notamment sur l'éco-responsabilité et les gestes environnementaux. Donc, on voit aussi les itérations, le nombre de fois où c'est ressorti, ce qui permet aussi d'être un bon témoin sur là où mettre les efforts. Et là, éco-concevoir les produits, réparabilité et durabilité, c'est ressorti 49 fois. Donc, quand je vous disais tout à l'heure sur le fameux diagramme où vous voyez la répartition des propositions par activité, gouvernance, etc., on voit que quand même, ce qui sort en numéro 1, c'est évidemment l'éco-conception des produits, réparabilité et durabilité. Donc, on est dans le juste, c'est ce qui est assez logique. Attendez, excusez-moi, je vois des questions aussi à côté. Donc, voilà, produire localement, emballage... attendez, j'ai des petites... voilà, et supprimer les emballages plastiques, donc c'est ça la feuille de route. Éco-concevoir les produits, améliorer la chaîne logistique. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ces choses qui sont ressorties. Emploi local 23 fois. Ils sont ressortis des enquêtes. Donc, ça permet de voir vraiment là où c'est un enjeu. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ou pas, Alix, mais... Non, c'est complet, c'est un peu tout ce qui est ressorti des enquêtes. Et donc, la question qu'on se pose derrière tout ça, ah oui, non, juste, effectivement, on voulait rapidement présenter ça aussi. Donc, qu'est-ce qui... J'ai enlevé le son parce qu'il n'y a que moi qui l'entends et je ne peux pas parler en même temps, mais ce qui est à la fin du process, une fois que Electrodépôt a été certifié justement Positive Workplace, une vidéo a été faite par Margot, qui est une excellente communicante et qui a pu expliquer ce qu'il y avait derrière cette labellisation et qui expliquait que ce n'était pas effectivement que l'histoire du baby-foot à la salle de repos, mais ça allait beaucoup plus loin. Et donc la vidéo a été assez virale, a été vue par pas mal de monde et a bien fonctionné aussi, et donc témoigne, on va dire, de ces engagements.
Voilà, donc c'est une manière aussi de mettre en valeur ce label. Hop, pardon, excusez-moi. Et donc, une fois que vous avez mis tout ça, enfin, une fois qu'on vous a remis ce rapport, qui était quand même assez dense, pour information, Alix, et pour ceux qui sont présents, on a changé le format de nos rapports. Jusqu'à aujourd'hui, c'était des fichiers au PowerPoint, un peu comme celui-ci. Et depuis maintenant un mois et demi, on a décidé de le transformer en… Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fichier Excel beaucoup plus exploitable, où finalement, on peut passer d'un onglet à un autre, quasiment comme un intranet. Hein. On peut passer d'un onglet à un autre sur les résultats, sur les verbatims des parties prenantes et sur une feuille de route qui est sous format Excel et qui est transmise à tous nos clients avec un degré d'importance et d'urgence, entre guillemets, de budget, etc. Donc, vous pouvez ensuite utiliser cet outil pour tout simplement piloter votre RSE chez vous au quotidien. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui en est ressorti, du coup, Alix, et qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place ou qu'est-ce qui est en cours depuis? Alors, il y a plusieurs grandes thématiques qui sont ressorties. Il y avait l'idée de poursuivre la transformation du modèle d'affaires. Donc là-dessus, on a mis en place des choses depuis la labellisation. Par exemple, on a commencé les chantiers d'éco-conception avec une école qui s'appelle les Nouveaux Géants, qui en fait accompagne nos équipes de l'offre dans la création de nouveaux produits éco-conçus. Donc là, aujourd'hui, on est en cours sur micro-ondes, sur pochette d'ordinateur, sur une enceinte et sur un aspirateur. Et puis, on continue sur les autres produits actuellement. Ensuite, on a un nouvel outil en commun avec Boulanger pour réaliser des ACV, des analyses de cycle de vie, donc pour pareil continuer l'éco-conception et puis on dépasser la formation, mais aller vraiment dans le concret et avoir des produits éco-conçus en magasin. Ensuite, on a le lancement du buyback, donc c'est le rachat des produits des téléphones de nos clients. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça s'est fait après la labellisation. Pareil sur tout ce qui est en fait économie circulaire. On a embauché quelqu'un à plein temps qui s'appelle Justine et qui est chef de projet économie circulaire et qui s'occupe de développer tous les projets en lien avec ça. Donc, on va développer notamment la location, des partenariats aussi avec des startups qui vont nous permettre de développer l'économie circulaire. Donc, voilà, l'embauche de Justine est une preuve qu'on mise énormément sur l'économie circulaire. Et c'est grâce aussi au label Possible Workplace qu'on a pu comprendre qu'on est dans la bonne direction à travers l'économie circulaire et que c'était demandé par nos parties prenantes. Ensuite, sur la transformation du modèle d'affaires, on lance le chiffre d'affaires durable en 2023. Donc, le chiffre d'affaires durable, ça comprend un certain nombre de produits qui sont considérés comme durables. Donc, c'est une sélection. Il y a des produits reconditionnés, il y a des produits liés à la mobilité notamment, des produits avec une bonne étiquette énergie. Donc, l'idée, c'est que nos magasins vont être jugés avec ce chiffre d'affaires durable en 2023. En 2023, c'est le déploiement. Et puis, en 2024, on aura des primes variables sur ce chiffre d'affaires durable pour inciter nos collaborateurs en magasin à vendre de plus en plus de produits qui sont considérés comme durables. Donc, voilà un peu sur la transformation du modèle d'affaires. Ensuite, on avait des recommandations sur renforcer la stratégie RSE par le suivi d'un reporting extra-financier. Donc là, pareil, on a embauché quelqu'un à plein temps là-dessus, qui s'appelle Marie. Et donc, elle est chef de projet là-dessus. Et en fait, elle s'occupe vraiment de suivre le bilan carbone et de le mettre à jour et de calculer, en fait, de mettre des chiffres sur les actions. C'est ça son job, concrètement. Et en plus, elle prend un nouveau sujet aussi qui a été souligné par Positive Workplace, qui est la biodiversité. Parce que c'est vrai qu'au départ, on était très sur le moins de carbone. Donc, on a fait toute une analyse, une trajectoire, etc. sur le carbone. Et donc là, Marie, elle va faire exactement la même chose, mais côté biodiversité. Donc, elle va faire un bilan. Le carbone, c'est l'arbre qui cache la forêt, malheureusement. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont jetées dessus, mais qui ont malheureusement oublié ou laissé de côté d'autres sujets extrêmement importants, comme la biodiversité. Et notre point de vue, alors je vais faire une petite aparté là-dessus, parce que peut-être qu'il y a des spécialistes aussi dans le webinaire aujourd'hui, mais c'est extrêmement compliqué de mettre des indicateurs sur l'empreinte biodiversité d'une entreprise. En tout cas, nous, on n'a pas de solution. Si jamais vous en avez vraiment, on serait hyper preneur de ce sujet-là. En tout cas, nous, on est en veille active sur ce thème, mais c'est quasiment impossible de mettre un indicateur sur la biodiversité, de l'impact sur la biodiversité d'une entreprise ou d'une activité. Mais par contre, notre point de vue, c'est qu'on est tous concernés. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas avoir d'action directe
sur la biodiversité, qui est peut-être, quand on a des entrepôts, végétaliser ces entrepôts, enfin, même si c'est une petite action par rapport à l'impact que peut avoir la fabrication des produits, mais bon, ça reste quand même des choses à faire. On dit que si on n'a pas d'action directe, on doit avoir des actions indirectes et donc financer des projets de régénérescence des services systémiques, par exemple. Voilà. Donc, je ne voulais pas te couper, mais je voulais préciser ce point. C'est ça. Là, du coup, Marie, elle sera à plein temps là-dessus. Elle a du boulot puisque c'est un nouveau sujet et donc elle va porter ça toute seule. Ensuite, on avait un point sur plus de dialogue avec nos parties prenantes. Donc ça, pareil, on l'a pris en considération. Et au début de l'année, on a fait une fresque du climat avec de nombreuses parties prenantes. Il y avait des profs, des clients, des fournisseurs, des proches des collaborateurs. Enfin, il y avait vraiment différentes personnes qui étaient invitées. Et donc, le but, c'était de passer une journée complète avec nos parties prenantes, de faire une fresque, d'expliquer ce qu'on faisait chez Electrodepo et à la fin, de leur demander ce qu'on pouvait faire de mieux, leurs idées sur différentes thématiques avec un travail d'intelligence collective. Donc là, pareil, c'était super intéressant et je pense que ce sera vraiment des choses à refaire chaque année parce que c'est très riche avec les recommandations des parties prenantes. Ensuite, on avait un point sur associer davantage les salariés à la gouvernance. Donc là, pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 109 ambassadeurs RSE en magasin. Donc là, c'est déjà une bonne façon de donner un peu un rôle RSE à nos collaborateurs en magasin. Et donc, pour aller plus loin, on a décidé, en septembre, on a fait le tour des régions avec notre équipe. On est allé à la rencontre des ambassadeurs RSE, on les a formés, on a fait une fresque du climat, on leur a expliqué un peu leur rôle et ce qu'ils devaient savoir pour animer la RSE en magasin. Et on a nommé aussi 5 coordinateurs régionaux RSE. Donc, c'est des personnes qui peuvent être soit équipiers, soit directeurs de magasin, soit directeurs adjoints, peu importe le profil. À partir du moment où on a une fibre RSE, on peut être nommé. Et donc, ces 5 coordinateurs régionaux vont avoir, en plus de leur travail classique, ce rôle de coordonner la RSE dans leur région, avec les ambassadeurs de leur région. Et donc ça, c'est encore une fois une façon de partager aussi le travail de la RSE et puis donner des missions sensées à nos collaborateurs. Et forcément, ça va pas être du travail ajouté, mais on a négocié avec la direction pour qu'ils aient tous une demi-journée par mois de libérer pour s'intéresser à ces sujets RSE, se former et puis réaliser tout ce qu'il y a à faire en local. Donc, avec par exemple le partenariat avec son association, la collecte des 3E, tous ces sujets-là liés à la RSE en magasin. Ensuite, on avait un point sur la formation, pareil, qui avait été mis en avant avec Positive Workplace. Ça, c'est dans tous les audits qu'on fait. Honnêtement, il n'y a pas un seul audit où la formation des équipes n'est pas mentionnée, n'est pas demandée. Et du coup, ce qui a été fait, c'est que là, pour les objectifs 2023, on a dit que les personnes les plus importantes, c'était les RH. Et donc, on leur a confié la mission de nous développer et de nous mettre dans les services, dans les cursus de formation. Donc, on va être présent sur pas mal de choses. On a un objectif de former 100% des collaborateurs à la fresque du climat. Aujourd'hui, on est à 500 collaborateurs formés. On a du travail parce qu'on est 1700, donc on a encore pas mal de formations à réaliser. Ensuite, on bosse sur un parcours d'intégration au campus, donc au siège, des nouveaux collaborateurs. Donc, on aura une journée complète dédiée à la RSE pour ces nouveaux collaborateurs. Elle sera composée d'une demi-journée de bénévolat en association, d'une fresque du climat et d'une présentation des objectifs RSE pour que chaque nouveau collaborateur chez Electrodepo qui arrive ait connaissance des enjeux et au courant qu'il peut faire une journée de bénévolat et qu'il découvre le monde associatif. Ça fonctionne, ça, sur un collaborateur qui vient d'arriver, qui ne connaît pas forcément le groupe, etc. Vous arrivez, qui peut être opérateur, entre guillemets, enfin, en magasin, qui peut être parfois un peu loin de ces sujets, qui sont souvent malheureusement vus ou gérés par des cadres, mais pour des techniciens aujourd'hui, ça leur parle, ce genre de choses, quand on va parler RSE, justement. Alors, de plus en plus, forcément, tout le monde n'est pas encore au courant de tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie d'avoir le maximum de relais pour que l'information se passe le mieux. Mais le problème, c'est que dans les entreprises de distribution, plus on est éloigné et plus c'est compliqué de communiquer. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le maximum de collaborateurs un peu pivots qui sont entre magasins et campus, qui vont pouvoir aussi former directement au magasin. Donc, c'est pour ça qu'on a des coordinateurs régionaux, des ambassadeurs RSE par magasin et des cursus de formation, à la fois des e-learning, etc., que tout le monde peut réaliser. Super. Et
On va avoir aussi les coordinateurs de la fresque du climat qui vont s'occuper directement de former chaque collaborateur en local dans son magasin. Et donc, pareil, ça ne sera pas nous directement, mais chaque collaborateur pourra aussi participer à la fresque du climat en ayant une personne qui sera attitrée dans sa région. Là, on voit les reconnaissances que vous avez pu obtenir sur 2022, pas qu'une. C'est ça, on a mis aussi en avant ces reconnaissances parce que ça montre aussi que le label Positive Workplace nous a reconnu ce qu'on faisait et qu'on a été reconnu aussi par d'autres instances. Et donc, on est très heureux de pouvoir être reconnu sur les actions qu'on mène. Parfait. Alors, on va arriver à la phase de questions-réponses. Je vais enlever, excusez-moi, je vais arrêter le partage d'écran. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Alors, excusez-moi, je vais lire. J'ai des collègues super qui me les ont remis par texto. Alors, c'est plus des questions nous concernant nous. Ah oui, il y avait une question, comment faire bouger la direction? On voit que chez Electrodépôt, ça a bien bougé. Est-ce que tu as une idée? Comment on peut faire bouger aujourd'hui la direction d'une entreprise? Certains présents, a priori, ont du mal ici. Alors, c'est vrai que nous, comme la transition écologique et sociétale, elle est portée par le directeur général, c'est peut-être un peu plus simple parce que c'est lui qui impulse en codir dès qu'il y a Stéphane, du coup, mon manager, qui propose un projet. Forcément, si le DG pousse aussi, ça aide aussi les autres personnes du codir à accepter la décision. Et c'est devenu vraiment en fait un sujet prédominant même au niveau des actionnaires du groupe Mullier, même en dehors de notre entreprise Electrodépôt. Toutes les entreprises du groupe Mullier commencent à comprendre à quel point la transition écologique et sociétale est super importante pour nos clients, pour nos futurs collaborateurs, et qu'en fait, c'est un virage indispensable. Et donc, forcément, ça découle. Et donc, mon manager dit souvent une phrase que j'aime bien. C'est un proverbe qui dit les escaliers se balayent toujours par le haut. Et je pense que c'est vrai. En fait, si on ne part pas de là-haut, c'est compliqué. Et si on était tout seul à la RSE et que ce n'était pas porté par le DG, ça serait très, très difficile. Après, je sais que dans certaines entreprises, des collaborateurs ont fait des pétitions pour faire bouger le management. Par exemple, je sais que chez Boulanger, il y a une pétition qui a été lancée et je trouve ça plutôt bien de se dire que ça vient des collaborateurs et ça montre que c'est ça. Et du coup, ça montre qu'en fait… C'est-à-dire quoi? Ils ont dit bah, on veut que la direction bouge, c'est ça, sur ces sujets-là exactement. Bah, elle bouge déjà, mais c'est montrer qu'en fait, eux aussi, en tant que collaborateurs, ils veulent que ça bouge et que eux aussi, ils veulent soutenir cette transition. Et donc, c'est intéressant de se dire que si votre management n'est pas forcément motivé, ça peut aussi venir des salariés. Et je pense que c'est un sujet qui parle de plus en plus à de nombreuses personnes. Donc, pourquoi pas lancer des pétitions internes ou des choses comme ça pour que ça remonte. Et en fait, si les collaborateurs veulent une entreprise différente, peut-être que le management suivra par la suite. Et justement, ça se fait rebondir sur des questions qu'on a sur le chat, mais effectivement, la fresque du climat est aussi une très bonne manière de le faire. Nous, on a pu animer quelques fresques du climat sur des entreprises qui, au début, n'étaient pas très sensibles à ça, et en fait, et on voit que ça se fait de plus en plus dans pas mal notamment aussi de grandes entreprises où le CODIR ou tout le comité va animer une fresque, va pouvoir participer à une fresque du climat. Du coup, ça aussi, c'est un bon outil. Mais après, nous qui voyons, on est sollicité par des centaines d'entreprises, mais grosso modo, on voit vraiment trois grandes tendances. Le premier sujet, malheureusement, mais c'est quand même la réalité, c'est l'enjeu économique, c'est-à-dire que, en gros, les marchés sont en train de se structurer, quel que soit votre secteur d'activité, et donc pour avoir accès à ces marchés, il faut pouvoir montrer de ces engagements RSE. Donc, en fait, il y en a beaucoup d'entreprises qui viennent aussi nous voir parce qu'ils doivent obligatoirement avoir un label d'ici 2, 3 mois, 6 mois pour pouvoir passer ces étapes-là. Le premier sujet, c'est pour moi celui qu'on voit le plus, malheureusement, c'est celui-là. Le deuxième, c'est aussi la marque employeur. On est dans des périodes aujourd'hui où c'est très compliqué de recruter et donc ces sujets de marque employeur sont fondamentaux. Et donc, l'idée d'être RSE ou en tout cas d'avoir des preuves assez fortes comme une labellisation permet d'attirer plus de talents. Et nous, on le voit, déjà, nous, on a la chance, dès qu'on cherche à recruter quelqu'un, on met une annonce et dans la journée, on a des dizaines de CV. Mais au-delà de ça, on voit que c'est des attentes fortes des collaborateurs sur ces sujets-là, et pas forcément que les jeunes, aussi de plus en plus les quarantenaires comme moi. Et puis, le dernier drive, j'ai envie de dire, c'est aussi une certaine prise de conscience
des limites planétaires. Et donc ça, malheureusement, il n'y en a pas assez, mais il y en a de plus en plus aussi. Donc arriver finalement à faire prendre conscience de la contrariété de nos activités par rapport à ces limites-là. Et ça passe par de la pédagogie, ça passe par tout plein de méthodes comme la fresque du climat, quoi, typiquement. Il y avait des questions, c'était, avez-vous eu des difficultés à faire bouger la direction des ressources humaines? Alors, pas forcément. Bah, encore une fois, comme dans le CODIR, les sujets sont portés aussi par le DG. À partir du moment où on a commencé à considérer que la transition écologique et sociétale, c'était un sujet très important. Un sujet très important, il faut que les personnes le comprennent et puissent le porter. Et donc, forcément, ça passe par la formation, ça passe par de nouveaux gestes métiers. Et puis, on a des nouveaux objectifs, par exemple, pour le CA durable. Si ça fait partie de la prime variable des collaborateurs, il faut apprendre aux collaborateurs à vendre un produit qui sera peut-être plus durable et comprendre l'étiquette énergie, comprendre l'indice de réparabilité, comprendre l'avantage d'un produit reconditionné. Et ça, c'est pas inné. En fait, il faut forcément former nos collaborateurs aux gestes métiers. Donc forcément, ce qui induit objectif et trajectoire carbone induit formation parce qu'on ne peut pas demander à nos collaborateurs d'arriver à des objectifs s'ils ne sont pas formés pour. Donc c'était, en fait, ça découle finalement de tout l'engagement du CODIR pour ça. Et puis les RH nous accompagnent avec plaisir parce que c'est vrai que je pense qu'on a la chance d'avoir une entreprise où naturellement les collaborateurs sont engagés. Et je pense notamment à celle qui s'occupe de la formation, qui s'appelle Laura, qui est hyper engagée et qui est hyper écolo. Donc forcément, c'est plus simple quand on crée des parcours de formation ensemble. Elle est super motivée, elle est super inspirée et elle a le réflexe, dès qu'elle crée une formation, d'insérer la RSE parce que pour elle, c'est un sujet qui est primordial. Donc en fait, je pense que ça passe aussi parce que ça passe par le fait aussi qu'on a formé tout le campus à la fresque du climat, qu'on les a sensibilisés et donc forcément, ils savent de quoi on parle et ils nous aident au quotidien pour pouvoir mettre en place des formations et des choses comme ça. J'avais deux, trois questions qui portaient plus sur Positive Workplace, justement. Quel est, selon vous, l'intérêt pour les entreprises d'utiliser votre référentiel sans passer par la phase de labellisation? Bah, il est simple, hein, et honnêtement, il y a beaucoup qui l'utilisent pour ça. C'est vraiment une solution extrêmement ludique pour adresser l'ensemble des sujets RSE. Dans ce référentiel, vous allez avoir des sujets qui portent sur la gouvernance, mais sur le numérique responsable, sur les achats responsables, sur l'éthique des affaires, enfin, on adresse vraiment l'ensemble des sujets. Peut-être pas à 100%, mais on doit bien couvrir 95% des sujets qui touchent à la RSE. Donc, ça permet déjà de se faire une auto-évaluation et puis finalement de voir l'ampleur des sujets qu'on peut retrouver dans la RSE et de choisir ses chantiers finalement. Donc, la valeur ajoutée, elle est surtout là. Ensuite, la deuxième valeur ajoutée, c'est que vous allez pouvoir aussi concentrer l'ensemble de vos documents sur une même plateforme. Et quand vous avez des appels d'offres, on va vous demander certains documents, vous pouvez les retrouver tout simplement via cette plateforme-là. Et enfin, vous pouvez évidemment suivre d'année en année votre évolution, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter le référentiel en l'enregistrant, j'ai envie de dire, et passer à l'année suivante ou 2 ans plus tard, faire l'évolution, enfin, le re-remplir et voir ce que vous avez fait d'une année à l'autre en termes d'évolution. C'est intéressant aussi d'avoir l'historique. Est-ce qu'il y a la différence entre nos référentiels et ceux de l'AFNOR? Alors, je ne suis pas très familier, je suis désolé de ceux de l'AFNOR, je les ai vus il y a quelques temps, mais ça remonte un peu. Je pense qu'ils doivent être relativement proches. On est tous les deux basés sur l'ISO 26000. La grosse différence, on va dire, qu'on va retrouver peut-être entre les deux, c'est que déjà, les notes sont gratuites, libres et accessibles à tout le monde en ligne. Donc c'est ça aussi que je voulais vous montrer, c'est que vous avez la possibilité de les faire évoluer. Donc, ils sont peut-être un peu plus évolutifs, on va dire, dans le temps. Après, je ne connais pas la fréquence de mise à jour de ces référentiels. Je sais que, par exemple, notre confrère Bicorp est en train de mettre à jour aussi ces référentiels en mettant enfin des exigences, parce que pour l'instant, on est les seuls à avoir des exigences concrètes. Pour être labellisé Positive Workplace, il faut à minima avoir fait un bilan carbone et pour avoir 2 étoiles et un plan de réduction de son empreinte carbone. Ben, on est le seul pour l'instant à avoir des vraies conditions, je parle dans les généralistes de labellisation. Donc, je sais que Bicorp aussi est en train d'évoluer dans ce sens-là. Mais grosso modo, la grosse différence entre l'AFNOR et nous, c'est que nous, c'est du 100% digital, ce qui aussi permet de réduire un peu les coûts. Parce que quand on travaille avec l'AFNOR, ça nécessite d'avoir des consultants qui viennent sur site, ce qui est très bien. Hein. Bon, je ne dis pas de l'inverse. Mais évidemment, fatalement, ça augmente les coûts, puisque chaque jour passé sur site est facturé. Voilà. Il est 12h01, on a l'habitude de terminer
nos webinaires en temps et en heure. Je termine juste une chose, je vous présente juste une chose, je partage une dernière fois mon écran. On a un autre atelier, c'est rare qu'on en ait deux dans la semaine, mais on a un autre atelier pardon, vous pouvez voir mon écran, j'espère. On a un autre atelier qui est prévu ce jeudi sur sport et responsabilité sociétale. Quels enjeux pour demain? Ça va être génial. On a Julien Pierre qui est un ex-rugbyman qui était au niveau international, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui a lancé un label qui s'appelle Fair Play for Planet et on va avoir un temps d'échange avec lui. Et on devrait avoir l'Olympique Lyonnais qui sera présent aussi pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont mis en place au niveau du sport. Et ça tombe plutôt bien dans cette période de finale de Coupe du Monde qui est quand même pas mal controversé et encore plus au niveau européen, comme vous avez peut-être pu suivre l'actualité. On se retrouve aussi en janvier à la rentrée. On a testé la semaine de 4 jours. On voulait vous faire votre retour d'expérience avec Elmi aussi, un de nos clients, qui est en pleine phase de test aussi. Plein de questions, plein de solutions, plein d'idées. N'hésitez pas à vous inscrire. Et je ne sais pas si Thomas, tu as eu du temps. Tu n'as pas eu le temps malheureusement d'inscrire. On a aussi des événements annuels. Inscrivez-vous à notre newsletter si vous voulez. Et nous allons organiser 5 ou 6 événements l'année prochaine, dont un gros sur Paris le 30 mai avec toute la presse quotidienne régionale. Et il sera un gros événement avec Guillaume Pitron, pour ceux qui connaissent, expert en terres rares notamment et numérique, qui sera présent pour une conférence ce soir-là. Et ensuite, on a des événements sur l'ensemble du territoire. Donc, on a un événement à Lille. Je n'ai plus la date en tête, mais Thomas, si tu l'as, n'hésite pas à le partager. Vous allez le Oui, recevoir de toute façon dans le mail. j'ai tout mis dans le chat là, mais Ah, tu as mis dans le chat, super. j'enverrai tous les Donc, on a liens. des rendez-vous sur Lille, sur Marseille, sur Lyon, sur Rennes, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir aussi lors de ces rencontres locales. Voilà. Eh bien, merci à tout le monde. On va pouvoir arrêter l'enregistrement si tu veux bien, Thomas. Rendez-vous à très bientôt. Et oui, le 19 janvier, c'est un jeudi. Oui,